Est-ce que vous voyez bien mon écran? Excellent, merci beaucoup. Alors, les présentations étant déjà faites, avant de procéder avec la présentation de la capsule, vous trouvez devant vos yeux la déclaration de conflits d'intérêts qui sont dans ce cas-ci des conflits d'intérêts potentiels et non réels. Donc, vous voyez là, il y a une compagnie en fait qui fournit un produit de recherche pour un essai clinique qui est entièrement financé par un organisme subventionnaire public. Je fais partie du conseil d'administration d'organisations qui ont évidemment à cœur là, la santé mentale et aussi le traitement des jeunes qui ont une problématique de toxicomanie, mais qui n'entrent pas là en conflit d'intérêt, je dirais, avec le contenu de la présentation d'aujourd'hui. J'ai aussi là, une programmation de recherche qui, comme je le mentionnais, est entièrement financée par des organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Donc, j'ai participé notamment à des initiatives autour là, des recommandations pour l'usage du cannabis à moindre risque. Mais encore là, ça sera pas là, il ne sera pas directement question de ces recommandations-là aujourd'hui. Alors, justement, parlant de la capsule d'aujourd'hui, c'est une capsule qui vise je dirais, introduire les principaux les principaux concepts entourant là, la neurobiologie de la dépendance. Je vais vous parler notamment là, de comment ces mécanismes-là vont s'opérer dans les différentes phases de la toxicomanie, puis aussi quelques pistes sur comment introduire là, ces notions-là dans les interventions auprès des personnes qui vivent avec des troubles concomitants, avec évidemment la prémisse, comme vous le savez, que c'est une courte capsule, là, on a à peine 15-20 minutes ensemble, donc l'idée c'est que c'est vraiment faire un survol, mais je l'espère, là, va quand même vous donner un peu de matériel pour certainement, peut-être alimenter vos interventions, votre compréhension en fait du parcours des gens que vous allez rencontrer dans votre pratique qui ont une dépendance et peut-être introduire certains de ces ingrédients-là, ces connaissances-là dans vos interventions auprès de ces personnes-là ou de leur entourage. Je vais y revenir là, plus vers la fin de la capsule. Et donc, évidemment, là, vous êtes pas sans savoir là, que le parcours de personnes qui vont vivre avec une dépendance est un parcours qui est parfois sinueux. Évidemment, on ne devient pas dépendant du jour au lendemain. Là. Souvent, on va voir donc des gens qui, plus ou moins tôt dans leur parcours de vie, vont faire l'essai de substances. Un certain nombre vont en faire une utilisation régulière. Et parmi les gens qui utilisent régulièrement des substances, il y en a une certaine partie qui vont essentiellement, éventuellement, développer des problèmes associés à cette consommation-là. Puis un certain nombre là, de ceux-ci vont vraiment présenter ce qu'on appelle maintenant un trouble lié à l'usage, avec une panoplie évidemment de critères que vous connaissez bien, marqués par une consommation qui est souvent répétée, une perte de contrôle sur cette consommation-là, des symptômes de sevrage, notamment de la tolérance, et des gens finalement qui vont entrer dans un cycle où ils vont être évidemment fréquemment sous l'effet de la substance, parfois vont entrer dans une phase de sevrage lorsqu'ils vont arrêter là, à court terme cette consommation-là, puis souvent, on le sait, là, statistiquement, vont reprendre une consommation dans une bonne proportion des cas, là, même après une certaine période d'abstinence. Et évidemment, vous l'aurez deviné, là, quand on parle de neurobiologie, les facteurs neurobiologiques qui sont en cause là, dans la dépendance vont s'opérer en fait tout au long du parcours. Puis ça, je vais y revenir dans quelques instants, des gens qui ont une dépendance. Et ce qui est intéressant, en fait, puis je vais y revenir, c'est historiquement, beaucoup d'emphase, puis je dirais que presque une obsession a été mise sur comprendre ce qui se passait durant la période d'intoxication liée aux substances. Et ça, je dirais, pendant longtemps, si on revient un peu historiquement, ça a un peu pendant longtemps, je dirais, modelé un peu comment on conceptualisait même la dépendance avec, une panoplie, là, je dirais, de recherches qui ont permis dans les dernières décennies, mais je dirais particulièrement il y a 30-40 ans, de mieux comprendre comment chacune des substances exerce leurs effets chez l'humain, avec, vous le voyez là, puis le détail n'est peut-être pas si important, mais pour chacune des substances, il y a quand même un bout de temps maintenant, on en est parvenu à comprendre comment ces substances-là, lorsqu'elles étaient consommées, allaient avoir des effets sur le plan émotif, sur le plan cognitif, évidemment en suscitant souvent de l'euphorie. Évidemment, durant la période aiguë où la personne est sous l'effet de ces substances-là. Puis je dirais qu'on a depuis maintenant un bon bout de temps une bonne compréhension de
des mécanismes spécifiques associés à chacune des substances qui peuvent expliquer pourquoi chacune de ces substances-là ont des effets bien particuliers chez l'humain. L'autre élément, je dirais aussi, sur lequel il y a eu beaucoup d'emphase, puis là, on parle de recherche dans les années, particulièrement 80, 90, ça a été, en fait, de comprendre ce qui se passait dans le cerveau des gens qui étaient sous l'effet d'une substance psychoactive. Et vous avez là, deux vieilles diapos que j'aime beaucoup, d'ailleurs, ne serait-ce que par leur style un peu vintage, là, qui nous rappelle l'époque à laquelle, évidemment, ces études-là ont été menées. Qui essentiellement viennent rendre compte en fait, de cette découverte, il y a maintenant quelques décennies, du fait que les substances qui sont sources d'un trouble à l'usage ou de dépendance ont la caractéristique commune d'augmenter la transmission dopaminergique, donc le tonus de dopamine au sein d'une structure qu'on appelle le système de récompense, là, qui est aussi appelé le nucleus accumbens dans le cerveau. Et qui est associé donc à un sentiment aussi en général d'euphorie, de plaisir. Et cette découverte-là, je dirais, le fait que la plupart des substances dites d'abus pouvaient entraîner cet effet-là d'augmentation de dopamine dans le nucleus accumbens avec un effet d'euphorie associé, a été perçu à l'époque, je dirais un peu sous une espèce de réaction de eureka, là, comme si les gens avaient trouvé pourquoi les gens devenaient dépendants aux substances, avec cette conception, je dirais peut-être un peu simpliste, on va le voir dans quelques instants, que les gens étaient dépendants aux substances parce que ces substances-là étaient agréables lorsqu'elles étaient consommées. Et donc, la dépendance, essentiellement, était ce qu'on appelle une pathologie du plaisir, où des gens vont répéter de façon plus ou moins prolongée la consommation de substances parce que c'est euphorisant, parce que c'est plaisant. Évidemment que cette conceptualisation-là était d'abord simpliste, mais aussi a eu des impacts notables, puis a contribué à probablement ce qu'on voyait il y a maintenant quelques décennies, malheureusement qu'on voit encore maintenant, qui est aussi quelque part un peu une stigmatisation des gens qui ont une dépendance, aussi par la simplification de cette problématique-là, où on l'explique simplement par le fait que des gens sont compulsivement à la recherche de plaisir au détriment d'autres responsabilités, par exemple. Et vous voyez un peu là, comment il y a pu y avoir des dérives avec finalement aussi des gens qui prônaient que la dépendance était un défaut moral, où les gens étaient purement à la recherche de plaisir, alors que plutôt que de vaquer à leurs autres responsabilités. Avec aussi, on peut le dire, tous les effets négatifs de la stigmatisation de cette conception, à mon avis, neurobiologique, qui était beaucoup trop simpliste, qui ne représente d'ailleurs pas, comme on va le voir, le parcours des gens qui ont une dépendance. Et pourquoi je dis que c'était une conception bien trop simpliste? Bien, d'abord, quelques éléments, puis je dirais la recherche depuis ce temps-là nous l'a bien démontré, c'est que la toxicomanie, c'est bien plus en fait que les effets neurobiologiques d'une substance à court terme, avec une panoplie d'autres facteurs qui vont interagir ensemble pour moduler le risque que présente une personne éventuellement de développer une toxicomanie, avec évidemment des facteurs psychologiques liés au tempérament, à la personnalité, évidemment les traumas, c'est pas le but de la rencontre d'aujourd'hui, mais je présume par toutes les situations qui sont discutées dans le cadre de l'académie, qu'on voit à quel point les traumas sont un thème récurrent dans le parcours de vie des gens qui vont développer une toxicomanie. Des facteurs environnementaux, ne serait-ce que dans le milieu socio-économique, le milieu de vie, l'accès aux substances notamment, qui peut moduler là, évidemment là, les chances qu'une personne a de devenir, d'avoir une toxicomanie. Et aussi, évidemment, des facteurs neurobiologiques, effectivement, qui, au-delà de l'effet neurobiologique des substances à court terme, on sait qu'il y a aussi, par exemple, des facteurs génétiques et donc une bonne partie, en fait, de la toxicomanie, une partie non négligeable, qui serait liée à des facteurs héréditaires chez les gens qui vont éventuellement le développer. L'autre grand bémol, c'est aussi le fait que les facteurs neurobiologiques que je viens de mentionner vont s'exercer bien avant qu'une personne développe éventuellement une toxicomanie. Et par exemple, on sait maintenant que certains facteurs de vulnérabilité biologique vont faire en sorte que les gens sont plus prédisposés à faire l'essai d'une substance ou par exemple à en faire l'essai précocement dans leur vie. Et que certains de ces facteurs-là, sur le plan biologique, vont aussi faire en sorte que quelqu'un a plus ou moins de chances de, par exemple, s'exposer de façon répétée à des substances. Et éventuellement, avec l'exposition répétée aux substances, on a aussi
je dirais, un certain nombre de facteurs neurobiologiques et notamment génétiques qui vont faire en sorte que quelqu'un peut avoir plus de chances de développer une toxicomanie ou un trouble lié à l'usage de ces substances-là, avec donc vraiment une vulnérabilité ou des facteurs neurobiologiques qui vont exercer leur rôle, non pas simplement quand les gens vont consommer activement une substance puisqu'on en comprend donc les effets sur le cerveau, mais aussi de façon, je dirais, longitudinale, très tôt. Certains diraient même, évidemment, même lors de la vie fétale où l'exposition à certaines substances peut faire en sorte que les gens vont avoir un plus grand risque de développer une toxicomanie plus tard à l'âge adulte. Je dirais auquel s'ajoute parmi les bémols, évidemment, que lorsqu'on bénit, puis c'est le cas pour les gens qui participent au programme ECHO, mais lorsqu'on travaille auprès de gens qui vivent avec une toxicomanie ou un trouble lié à l'usage des substances, ce qu'on voit, c'est bien évidemment une perturbation sur le plan sur le plan cognitif, sur le plan du fonctionnement cérébral des gens lorsqu'ils sont en état d'intoxication. Mais ce qu'on note très, très bien aussi, c'est à quel point, sur le plan biologique, il semble y avoir une dysrégulation des anomalies chez les gens lorsqu'ils sont dans la période de sevrage et même chez les gens qui, puis je vais y revenir dans un instant, même chez les gens qui vont s'abstenir pendant plusieurs mois, voire des années de consommer une substance, on peut voir encore certains stigmates sur le plan neurobiologique de perturbations ou d'anomalies chez ces gens-là qui vont aussi prédisposer à la rechute, qui, on le sait, là, est souvent davantage la règle que l'exception chez les gens qui vivent avec un trouble lié à l'usage. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à cette compréhension, je dirais, des phases que va vivre une personne qui vit avec un trouble lié à l'usage, c'est aussi développer une compréhension un peu plus sophistiquée de ce qui se passe dans le cerveau sur le plan neurobiologique chez ces personnes-là qui ont un trouble lié à l'usage avec d'abord, puis on va le prendre, des fois, ça peut être un peu intimidant, cette figure-là. Mais lorsqu'on la sépare en petits bouts, finalement, elle est beaucoup plus comestible. Et puis, d'abord, on s'attarde un peu à ce qui se passe dans le cerveau des gens à gauche, là, en bleu, là, des gens qui ont un trouble d'usage, qui sont sous l'effet actif d'une substance, qui sont en état d'intoxication, on voit effectivement solliciter ou stimuler des structures cérébrales plus profondes qu'on appelle notamment là, le nucleus accumbens ou le striatum ventral, qui effectivement est associé, pas seulement lors des premiers épisodes de consommation, à un effet euphorisant ou un effet agréable. Ce qu'on sait maintenant, puis qui est fort intéressant, c'est qu'on voit une autre structure avec le temps, lorsque les gens vont s'exposer chroniquement à des substances, on va voir une structure de plus en plus sollicitée ou interpellée lorsque les gens sont intoxiqués à une substance, qui est le striatum dorsal, que vous voyez là, identifié comme DS en bleu là, sur la figure de gauche. Et ce qui est intéressant de savoir, en fait, c'est que cette structure-là, elle est impliquée non pas dans l'effet euphorisant ou le plaisir, mais davantage dans les comportements répétitifs ou même compulsifs. Et qui vient aussi nous rappeler. Et puis, bon, ceux qui travaillent auprès de ces usagers-là, peut-être l'avez-vous aussi entendu, que les gens, lorsqu'ils s'exposent chroniquement à une substance, vont de plus en plus, non pas nécessairement ressentir l'effet euphorisant ou nécessairement beaucoup de plaisir, mais finalement ressentir un besoin compulsif de consommer avec des comportements qui deviennent quasiment automatiques. Ce qu'on voit dans la figure du centre, qui est en fait la phase de sevrage, en fait, ou alors là, ce qu'on voit, c'est beaucoup des structures comme l'amygdale ou le lit noyau strié, qui sont des structures en rouge que vous voyez là, qui sont étroitement liées essentiellement à la réponse de stress, à l'anxiété, sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physiologique, et qui n'est pas sans nous rappeler, évidemment, les gens qu'on voit qui vivent une période de sevrage, à quel point c'est une période qui est effectivement extrêmement anxiogène, qui est associée à une réaction physiologique qui est parfois importante, et aussi un inconfort, un état de stress assez généralisé qui fait souvent en sorte, malheureusement, que les gens vont aussi reprendre la consommation de substances. Vous avez à droite en vert, en fait, là, les principales structures où on voit certaines anomalies sur le plan fonctionnel, là, des gens qui vont être dans une période où ils ont cessé la consommation pendant une période un peu plus prolongée, qu'on appelle la phase de craving, où finalement, ce qu'on voit là, c'est vraiment l'hippocampe, notamment, qui est extrêmement sollicité, avec notamment beaucoup de souvenirs ou de mémoires, en fait, là, bien imprégnées de la consommation de substances.
et d'autres structures là, au niveau du cortex préfrontal qui ont de la difficulté, qui sont impliquées évidemment dans l'inhibition, notamment dans la prise de décision, puis qui ont un peu de mal à jouer leur rôle habituel et qui fait en sorte que finalement, puis qui traduit un peu ce qu'on voit aussi cliniquement, des gens, même après plusieurs semaines, plusieurs mois d'arrêt de consommation, vont nous dire qu'ils ont beaucoup de désir de consommer, des mémoires, des souvenirs, parfois pendant le sommeil, parfois éveillés de la consommation, et aussi cette difficulté d'inhiber, en fait, ce mouvement vers le retour à la consommation qui est si profondément imprégné, évidemment dans leur mémoire, mais aussi quelque part neurobiologique. Et qui m'emmène un peu, puis c'est une figure là, que deux chercheurs, George Koob et Nora Volkow, ont développé, présenté dans un article qui date maintenant, mais qui est à mon avis encore d'actualité, qui vous présente comment cette figure-là présente un peu ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui a un trouble lié à l'usage avec finalement l'exposition de plus en plus prolongée aux substances. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, oui, c'est au début, la dopamine a un rôle important dans la sensation de plaisir ressentie par les gens qui vont consommer une substance. Ce qu'on voit, c'est que progressivement, d'autres structures sont impliquées, des structures qui sont liées, par exemple, au contrôle des impulsions, aux émotions, à la gestion du stress. Et qui nous éloigne beaucoup finalement de la simple compréhension dopaminergique qu'on avait dans les années 80, où on conceptualisait finalement la toxicomanie comme un trouble du plaisir. Et qui, à mon avis, traduit aussi cette conceptualisation-là sur le plan neurobiologique, ce qu'on voit aussi chez beaucoup de gens, où finalement on voit avec le temps une perte en fait des effets, je dirais, agréables, plaisants d'une consommation dite non pathologique, et qui laisse place finalement à un sentiment de compulsion, de perte de contrôle avec une consommation qui est répétée, puis que les gens ont bien du mal à cesser, parfois malgré une grande motivation finalement à changer ces comportements-là. Et qui fait, bon, je me permets de résumer avant de clore que finalement, bien au-delà de l'effet à court terme, l'effet des substances sur le plan dopaminergique, on a des facteurs neurobiologiques qui vont influencer d'abord le risque d'utiliser une substance, la réaction à ces substances-là, puis évidemment les chances d'en devenir dépendant tout en alimentant le cycle de la dépendance chez les gens qui vivent avec ce type de troubles-là. Et puis surtout, ce que j'espère, le message clé, c'est que la dépendance est bien plus qu'une question de recherche et de dopamine. C'est un trouble qui va interpeller différentes structures dans le cerveau, mais qui va aussi toucher la prise de décision, la mémoire, le stress, comme vous l'aviez vu un peu plus tôt dans la capsule d'aujourd'hui. Et à mon avis, ces éléments d'information-là sont importants. D'abord parce que, évidemment, si ces connaissances-là neurobiologiques sont bien contextualisées avec les autres facteurs en cause sur le plan environnemental, sur le plan psychologique, ça peut, à mon avis, permettre aux gens de faire sens, en fait, du trouble avec lequel ils vivent. Ça permet de mieux comprendre comment, dans leur parcours, les substances ont pris de la place puis ont fini par faire en sorte que les gens vivent avec un trouble lié à l'usage de substances. Ça permet aussi d'expliquer, surtout si on le fait de façon nuancée, aussi avec les proches, comment les facteurs neurobiologiques sont un des facteurs qui peut être impliqué avec bien d'autres facteurs pour faire en sorte que quelqu'un va développer ce type de trouble-là. Et surtout, à mon avis, là où ça peut être particulièrement utile, ça peut être un outil pour déstigmatiser les troubles liés à l'usage, s'éloigner des conceptualisations un peu moralisatrices, centrées sur le plaisir, la consommation de substances, puis davantage en parler comme de ce que c'est-à-dire un trouble qui a plusieurs visages, qui a plusieurs substrats, mais qui est notamment associé à une perte de contrôle de la compulsion, puis qui n'est pas si facile que ça à changer, particulièrement si les gens n'ont pas accès à de l'aide appropriée. Donc, je dirais que moi, personnellement, comme clinicien, il n'est pas rare que je tente d'utiliser en fait ces connaissances-là. D'abord, quand il y a des rencontres, il y a plus de psychoéducation avec la personne, mais aussi avec son entourage, sur ce qui a pu faire en sorte que les personnes développent ce type de trouble-là, puis donner du sens à cette expérience-là, mais aussi utile, puis particulièrement avec les proches parfois, pour donner du sens à, par exemple, le parcours très chronique qu'on voit chez certaines personnes avec les rechutes à répétition, les rechutes malgré certaines périodes d'abstinence, sachant que finalement, ces défis-là qu'on a sur le plan neurobiologique qui sont associés à la consommation vont souvent nécessiter de l'aide professionnelle, du soutien au long cours, et puis que certainement, il n'y a pas lieu de stigmatiser, et puis qu'il ne faut surtout pas abandonner. Alors, je m'arrêterai ici. Et